نقول لك يا يما وجات الدنيا دنيا ولدك ينعى توفر نشرته في ثمانية. يا عمي انت حر حر وحر. يجي نهار ونفوتك. شوف بلادنا شحال مليحة، شوف هذه الأرض، شوف هذا التراب اللي ممزوج بدماء الشهداء. مليح كمل. حبيت الجيل تاع دركا يكون كيفهم، وخاصة انت يا توفيق. انا ما جيتش نودع فيك، جيت نقول لك حاجة واحدة، استحفظ على روحك واستحفظ على هذا ان شاء الله. امانة في يديك التوفيق. مبروك للجزائر بالمركز الاول، يا له من سباق، يا له من سباق. Chers amis, bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Expression Livre, votre magazine littéraire hebdomadaire sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Ce soir, l'invité est Ammar Belkhodja. Bonsoir Ammar Belkhodja. Bonsoir. Alors vous êtes déjà un habitué du plateau d'Expression Livre. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Ah bah depuis en épiant l'histoire, je crois. Oui, c'est ça? Effectivement. Je continuais à épier l'histoire. Bah, et vous le faites bien. Et vous Merci le faites bien. du compliment. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un de vos derniers ouvrages. C'est un essai d'histoire. Le titre Tiaret, la révolution urbaine du 8 janvier 1961. L'insurrection. Moi, je lis La révolte urbaine. Ah, la révolte, oui. Vous avez oublié déjà le titre de votre ouvrage? Là, il y a tellement de... C'est pas grave. La révolte urbaine, effectivement. C'est paru aux éditions Alpha. Nous parlerons également de deux autres ouvrages, mais juste pour les évoquer, puisque j'aurai le plaisir de vous recevoir pour ces deux autres ouvrages essentiels, ouais. Toujours sur l'histoire de notre lutte de libération nationale. Mais quand j'entends lutte de libération nationale, et vous l'entendez également ainsi, vous, Ammar Belkhodja, qui est un amoureux de l'histoire de notre pays, c'est que il y a effectivement ce qu'on appelle communément la lutte de libération nationale 54-62, mais vous estimez qu'à partir de 1830, on peut estimer que la lutte de libération nationale avait déjà C'est un long commencé. processus, effectivement. Voilà. Alors je rappelle quelques-uns seulement de vos titres, parce que sinon la liste serait longue, puisque vous êtes également journaliste, mais féru d'histoire, mais pas seulement. Puisque vous êtes aussi un amoureux des bardes, puisque vous avez écrit un très beau livre sur Momo. Oui. Momo qui a été évoqué, plus qu'évoqué, grâce à notre ami, notre ami dans Tahia Yadidou. Tahia Yadidou, oui. Je reste quand même un grand ami des artistes. Ouais. J'appartiens au monde des arts. Absolument. Et... Alors, en épiant l'histoire, La plume contre le sabre, des romans également. Parler de Marie-Claire Boyer, la martyre de Takdem, on en parlera. Oui. Qui est cette Marie-Claire Boyer dont on ne parle peu, malheureusement. Très peu. Lemia Abdelkader. Un adepte, je suis un disciple de ce grand homme. Oui. Qui n'a pas aussi, lui aussi reçu la part qu'il mérite en matière d'écrit historique. Ouais. On continue à découvrir et à redécouvrir la personnalité de l'Émir Abdelkader. La recherche est permanente. Et puis vous adorez et vous-même être poète. Donc oui, un recueil, La passion de l'autre, un recueil de poésie également. Oui, on fonctionne avec des sentiments. Donc j'ai des tentatives de poésie, j'ai
Je suis amoureux des lettres. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Ça se voit. Hein. Là, vous êtes un fin lecteur. Mais ce qu'il y a, c'est parce qu'il y a également un excellent ouvrage sur les enfumades d'Ahra. Oui, l'ouvrage est épuisé. Justement, les éditions El-Kalima tentent de rééditer l'ouvrage parce que la première impression a été épuisée. Et je suis invité justement à Toulouse pour donner une communication au mois de décembre prochain sur les enfumades. Très bien. Pourquoi les enfumades? Je dirais que la société française, enfin le jeune français aujourd'hui ignore complètement tout de ce qui s'était passé en Algérie. Vous évoquerez les meurtres collectifs, vous évoquerez les enfumades, ça dépasse un peu l'entendement. C'est difficile à accepter. Aujourd'hui, il faut vulgariser, propager ces pages sombres du colonialisme sans pour autant manifester un ressentiment. Il faut au contraire agir pour que les sociétés des deux rives, surtout de l'autre rive, assument parfaitement le passé colonial qui est truffé de pages que l'humanité a toujours éprouvé, alors là, justement, je vous happe parce que vous dites surtout de l'autre côté de la Méditerranée, mais en même temps, je dirais oui et non, parce que la majorité des essais historiques, parce que je vous dirais que vous n'êtes pas ce qu'on appelle du point de vue académique un historien, mais vous êtes un investigateur de l'histoire. Et vous allez... Je me mêle des choses qui me regardent. Absolument. C'est très bien ainsi. C'est très bien ainsi. Parce que vous avez été celui qui dit il y a des pans de l'histoire de notre pays, depuis la colonisation, depuis 1830 particulièrement, hein, où on ne sait pas pourquoi ça a été plus ou moins mis au placard. Ni notre jeunesse, ni d'ailleurs les gens de notre âge, hein, c'est passé à côté, on en parle peu. Alors, on se demande bien pourquoi, parce que ce sont des pages héroïques de notre combat contre le colonialisme. Absolument. Et c'est passé, excusez-moi pour l'expression, c'est passé à l'as. Hein. Alors, justement, c'est tout le but de votre travail concernant Tiaret, la révolte urbaine du 8 janvier 1961. Alors, effectivement, moi-même, je vous dis franchement, qui suis assez féru d'histoire, l'histoire de notre pays, cette insurrection, hein, qui s'est passée pas seulement à Tiaret, mais dans toute la région. Oui. Hein, ce que les militaires français appelaient la zone est-oranaise. Oui. Hein, oui. Qui correspond à la zone 7 de l'organisation de la RLN. Tout à fait. Alors, il s'est passé notamment le 8, mais pas seulement le 8, le 9, le 10, presque jusqu'au 11, des événements très graves, très importants dans cette région. Et la question que vous posez dans votre essai, c'est de dire, mais pourquoi non seulement on en parle si peu, mais, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, Amar Belkhodja, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune stèle, aucune journée commémorative, ou quasiment pas du tout, peut-être un petit peu dans la région, hein, mais c'est passé complètement dans l'incognito. Ça, c'est une véritable opération de sauvetage. Sauvetage contre l'oubli. Contre l'oubli, c'est un dossier je me tracassais un peu pour exhumer un peu ces événements. Maintenant qu'ils sont consignés, je suis apaisé parce qu'il va y avoir une trace. Cette trace va permettre peut-être, je le souhaite, aux associations, parce que finalement les institutions n'ont pas eu cette capacité de prendre en charge tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déroulé dans le pays. Il appartient maintenant aux associations de puiser et d'exhumer un peu ces pages qui ont été occultées. Je dirais que le 8 janvier 1961 à Tiaret,
la population de Tiaret et de certaines régions baigner dans une atmosphère d'insurrection. D'insurrection, je reprends cette terminologie qui appartient à M. Mohamed Larbi ibn Mehdi, qui a prédit pendant la grève du 28 janvier au 4 février 1957, il a déjà évoqué que dans ce pays, il va y avoir une insurrection générale. Les pouvoirs français ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre pour étouffer la guerre de libération nationale. Or, les manifestations de décembre 1960 à Ain Mouchent, Oran, Alger, dans certaines villes, ont prouvé au pouvoir public français que la lutte, cette guerre, la révolution algérienne, ne s'était pas essoufflée. Ne s'était pas essoufflée. Pourquoi? La raison est simple. C'est qu'on puisait dans un réservoir inépuisable qui est le peuple algérien. Et ce peuple algérien n'a pas hésité à investir la rue. Pendant le 9, le 8, le 9 décembre à Ain Mouchent 1960. Ensuite, je vais conclure par Tiaret. On a investi la rue et un peuple qui sort dans la rue sans armes. Sans armes, avec pour seule et unique arme le drapeau. L'emblème national. Alors, on va revenir à ça, mais je voudrais qu'on essaye, si vous me permettez, oui. Mabel Khodia, parce que votre ouvrage est structuré de cette façon. C'est d'abord, avant qu'on revienne aux événements eux-mêmes à Tiaret et dans toute la région autour de Tiaret, des petites villes jusqu'aux camps nomades, oui. Parce que ça va être très important ça aussi, c'est d'abord, effectivement, les manifestations de décembre, ce qu'on appelle les fameuses manifestations de décembre. Qui sont la source de ceux de janvier 61. Oui. On est à un mois près. À peine. On est à peine un mois près. Mais j'aimerais qu'on revienne sur cette région de Tiaret, parce que on peut pas expliquer, et ça vous le dites bien dans votre livre, on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé particulièrement dans cette région de Tiaret si on n'a pas une idée de ce que cette région, depuis des temps, c'est-à-dire depuis le début de la colonisation, a été une région assez particulière, si je puis m'exprimer ainsi, concernant le mouvement insurrectionnel, qui était soit sporadique, soit quelquefois très fort, et puis avec des grands personnages de notre lutte de libération nationale qui étaient dans cette région, pour n'en nommer qu'un, mais Salil Hadj, quand il était là-bas, quasiment en résidence surveillée, Arsa Chelala, et Arsa Chelala, c'est à côté, c'est pas à des milliers de kilomètres. Oui. Donc toute cette région, et on verra que on va aller encore plus loin, puisque j'ai fait un petit peu de recherche, c'est que c'est dans cette région de Tiaret, dans une petite ville et plus particulièrement dans une ferme, que va aller se cacher Raoul Salan quand il va être recherché. Raoul Salan, le fondateur de l'OAS. Donc on voit bien que cette région est une des régions en Algérie où il y a eu le plus de friction concernant la population européenne pro-Algérie française et la population algérienne qui aidait l'ALN et le FLN. Alors, on va essayer de dresser-moi un bon tableau, parce que il y a eu des insurrections en 1900, je crois 5 ou 9, etc. Je tenterai de le faire, mais je dirais que la région a gardé la mémoire collective dans cette région, a gardé un souvenir intense d'une lutte héroïque, c'est celle de l'émir Abdelkader. Oui. Pourquoi? Parce que Tagdemt a été fondé par l'émir en 1835-36 comme capitale après la destruction de Mascara. Et Tagdemt, qui est situé à une dizaine de kilomètres à l'ouest de l'actuelle ville, va être une capitale, une place forte où l'on fabriquait de l'armement,
mais aussi une capitale. On frappait même monnaie. La monnaie, une véritable capitale d'un État. Un État qui se construisait en dépit des moments de guerre. Hein. En même temps que l'émir combattait l'envahisseur français, il mettait en place les institutions de son État. Donc, la population de Tiaret, Takdem, toute la région, l'émir s'est installé à Takdem, c'est qu'il a trouvé des appuis, une base populaire qui adhérait à la lutte, sinon il ne serait pas resté 5 ou 6 ans à Takdem. Puis il y a eu des insurrections qui ont eu lieu plus tard, celle de Bouemama par exemple. En 1881, Bouemama, le dernier des insurgés du Ouled Sidi Cheikh, va se trouver dans la région de Tiaret, à Flou. Donc la population était toujours prédisposée à prendre les armes. L'une d'une dernière manifestation de rue, hein, c'est celle de 1937, avril 1937. Les Tiarétiens vont investir la rue et les autorités coloniales vont ramener des brigades anti-émeutes de Mascara pour essayer de réprimer un peu la population de la ville qui avait investi la rue. Et il aurait fallu qu'intervienne une averse. Il y avait beaucoup de pluie et les Tiarétiens ont regagné leur domicile, non pas par crainte des brigades anti-émeutes, mais parce que la nature leur a voulu. Donc cette prédisposition à sortir dans la rue remonte un peu loin. Il y en a une en 1911, je crois, à Tiaret. Alors, toujours. j'ai la date octobre 1909. Voilà, oui. Il y a eu. Alors c'est marrant parce qu'on va voir que c'était des enfants. Pardon. qui provoque un incident qui va entraîner une confrontation absolument terrible entre communauté française et les enfants de cette ville. Donc les Tiarétiens étaient toujours à l'affût d'un prétexte pour manifester une réprobation au système qui introduit depuis 1830. Et puis je dirais autre chose, c'est que la région de Tiaret est une région à vocation agricole, céréalière, et la région va attirer des colons qui vont s'implanter, et une très forte colonisation, les plus violents, les plus virulents, qui vont s'installer au début du XXe siècle, qui va expliquer qu'ils vont héberger en 1961 Raoul Salan, l'un des fondateurs de l'OAS. Donc vous voyez un peu cette atmosphère donc lui, Salan, savait bien que c'était un repère, un bastion du colonialisme, oui. Et il était là-bas en sécurité, tranquille, oui. Parce que les colons de Tiaret, depuis 1920, ont toujours influencé le pouvoir colonial. Ouais. Et les gouverneurs généraux qui s'étaient succédés depuis le début du XXe siècle, la forte colonie, les colons du Cersou, ont agi pour influencer les autorités centrales, soit Paris, soit le gouverneur général, et ils avaient leur mot à dire, puisque en 1937, les colons de Tiaret vont se déplacer en masse, jusqu'à Mostaganem pour jeter à la mer des quantités importantes de blé qui étaient importés de l'extérieur, de France notamment. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que leur production soit écoulée. Donc un problème de concurrence à l'époque. Et les colons étaient décidés à partir de Tiaret. Ils avaient mobilisé toute la région pour se ruer sur Mostaganem, aller au port et jeter par-dessus les quais d'importantes quantités de blé. C'est pour vous expliquer que l'OAS va puiser une partie importante de ses troupes dans la région. Et pour l'histoire, toujours un point d'histoire, c'est les éléments de l'OAS de Tiaret qui vont se déplacer jusqu'à la prison d'Oran en 1962, le 12 janvier 1962, pour enlever Hamdani Adda, un ancien officier de la LN, qui était condamné à mort. Vous avez écrit d'ailleurs un ouvrage. Oui, sur Hamdani Adda, avec 3 de ses compagnons, enlevés
par les éléments, les activités de l'OS et brûlés vifs dans la région d'Oran. Donc Tiaret, c'est toujours un affrontement permanent entre un mouvement insurrectionnel algérien, local, et les tenants de la colonisation. Alors ça, par exemple, hein, et je vous rends hommage à Ammar Belkhodja, hein, non seulement dans cet ouvrage, mais dans d'autres ouvrages, justement, puisque vous parlez de Hamdani, où vous dites, c'est marrant parce que peu d'historiens ne se sont penchés sur cette région-là, Tiaret, qui a été un lieu quasi continuel, hein, de confrontation. Donc il fallait pas s'étonner que à Tiaret il y ait eu en janvier dans la région de Tiaret, quand je dis Tiaret c'est toute sa région, tout son pourtour, toute sa périphérie, qu'il y ait eu des confrontations aussi terribles parce que de l'autre côté le parti colonial, hein, comme on l'appelait à l'époque, le parti colonial, et ensuite l'OAS, était non seulement très fortement implanté, non seulement c'était parmi les plus riches, hein, avec la peine du shérif, de céréales, hein, vraiment les gros, et qui en avaient bien profité, et c'était surtout aussi ceux qui avaient fait le plus de fractures à tous les niveaux, je dirais, hein, que ça aille au niveau de l'urbanisation, des quartiers, etc. et tout ça, il fait plus de fractures avec ce qu'eux appelaient, entre guillemets, l'indigénat. L'indigénat, oui. Donc il y avait... Quand on est dans des ghettos, finalement, les quartiers arabes. Quand vous expliquez à un moment donné les différents quartiers où tout d'un coup la manifestation va s'opérer, hein, on voit bien qu'il y a tout dans les quartiers les plus populaires, donc on imagine bien que c'est les quartiers où justement il y a les Algériens, hein, qui descendent vers le centre-ville, parce que on a l'impression quand on vous lit, Ammar Belkhodja, que ce centre-ville était totalement européen, et il ne fallait pas trop que l'arabe de service vienne s'y promener. C'était pas le genre de la maison, comme on dit. Hein. C'est sûr. Alors, on va revenir, là, vous avez bien dressé ce qu'était la région de Tiaret, donc avec cette fracture essentielle. Avant d'arriver au 8 janvier 61, qui ne peut s'expliquer que parce que nous sommes dans une situation politique concernant ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, tout à fait spécifique en décembre 1960. Alors, dites-nous un petit peu quelle est la situation qui prévaut, aussi bien en France métropolitaine qu'en Algérie. Je dirais la question algérienne en décembre 1960, où on en est. Le général de Gaulle continuait depuis son avènement au pouvoir en 1958, devait utiliser toutes les cartes, hein, toutes les cartes. L'une des dernières cartes, hein, je passe sur un peu la notion de la paix des braves, hein, qui a échoué. L'une des dernières cartes, ou l'avant-dernière, c'est la notion de l'autodétermination. Parce qu'en décembre 60, il préparait un projet de loi, hein, il devait faire organiser un référendum, en posant la question suivante, est-ce que vous adhérez vous acceptez l'autodétermination du peuple algérien, mais avec organisation des pouvoirs publics par la France. Ça ne veut rien dire, quoi. Si on se prononce sur l'autodétermination, c'est pas sous la condition que la France continuerait à nous organiser les pouvoirs publics. Donc il n'est plus question d'accéder à une souveraineté. Si De Gaulle devait préparer un peu les institutions selon lesquelles devait fonctionner l'Algérie autodéterminée. Sans compter, Ammar Belkhodja, qu'on connaissait très bien comment se passaient les élections en Algérie, traficotage à tout va. Oui, qui remonte au père du trucage électoral, Marcel Edmond Nijlen. Hein. Exactement. Oui. On connaissait la musique. Oui, alors le décembre, il est venu un peu pour sonder l'opinion, voir un peu si ce projet pouvait passer ou pas. Les Algériens ont répondu tout de suite non à Entmouchent. À Entmouchent, les premiers incidents, d'ailleurs De Gaulle a quitté rapidement Entmouchent pour aller jusqu'à Annaba, il n'est pas venu à Alger. Et Alger, ça fait une traînée de poudre. Entmouchent, Oran,
et Alger. Alger, le 10 décembre, Bellecour, allez, là où l'étincelle va... Et ça va se propager dans plusieurs quartiers de la ville d'Alger. Et le 10 décembre, lors des premiers affrontements, la population algérienne va compter l'une de ses premières martyrs enfants, Saliha Wathiqi, le 10 décembre à Bellecour en 1960. Donc les manifestations... Mais il y a tout un chapitre sur cet événement dans votre ouvrage. Sur Saliha. Tiaret ne pouvait pas rester dans l'indifférence face à ce qui se passait à Alger. Et concertation après concertation, on avait décidé que cette révolte, cette insurrection, je dirais insurrection, peut-être pour être fidèle à la pensée, aux vœux et aux rêves de Mohamed El-Arabi Mehdi, à savoir que le peuple algérien ne pouvait pas et n'acceptait pas de marchander avec sa patrie, de marchander avec le sacrifice. Et les gens sortaient face aux armes qui crépitaient, sortaient avec l'emblème national et succombaient et mouraient pour l'Algérie. Donc, le 8 janvier 61, le choix de la date n'est pas fortuit. C'est que les acteurs et les organisateurs ont décidé de se joindre à Alger, de se solidariser avec la population algéroise, mais le 8 janvier, pour saboter le référendum proposé par le général de Gaulle. Alors, avant d'arriver à ce fameux 8 janvier et ses conséquences dans la région de Tiaret, je voudrais qu'on revienne encore un tout petit peu sur les manifestations de décembre, qui ne sont pas seulement déroulées à Alger, oui. Sont dans plusieurs autres grandes villes. Mais c'est vrai qu'à Alger, c'était là où il y a eu le plus grand massacre, 300 morts. Absolument. 300 morts. Vous avez cité effectivement Saliha Wathiqi, 12 ans, qui portait l'emblème national. On verra l'importance de l'emblème national. Et la chasse des forces coloniales françaises. Des porte-drapeaux. Des porte-drapeaux. Les porte-drapeaux, principal. C'était l'arme suprême. Puisqu'ils n'avaient pas d'armes, ces manifestants. Oui. Donc la seule arme, c'était le drapeau. Mais en fin de compte, ça rappelle Guelma et le jeune scout qui est tombé avec... Guelma Sétif, c'était le porteur de drapeau. Le porteur de drapeau qui avait été tout de suite abattu parce que tout d'un coup, cette symbolique, on n'en voulait pas. Alors, vous parlez effectivement dans tout un chapitre, vous lui rendez hommage à cette martyre Saliha Wathiqi, assassinée le 11 décembre et assassinée même pas par les forces coloniales, puisque ça devait être un sniper de l'OAS qui a dû tirer d'un balcon parce qu'elle était juchée sur les épaules d'un manifestant, pour que le drapeau soit encore plus haut, plus visible, plus visible. Et quand je lis j'ai lu votre chapitre, vous dites dans l'histoire, mais et c'est là qu'on voit votre travail absolument extraordinaire de précision historique. Vous dites, on a l'habitude de dire qu'il y avait eu un autre mort, un autre martyr, c'est Khalid Mgharaoui. Et il est de tradition de dire que lui aussi est tombé au champ d'honneur ce jour-là. Et dites, après coup, j'ai fait des investigations, j'ai cherché, et comment on se trompe dans notre propre histoire. Oui. Dites, c'est pas ça du tout. Lui, il n'est pas mort en décembre 60, mais le 1er juillet 61. Alors, je vais vous expliquer. Justement, c'est une occasion de taille qui m'est offerte pour expliquer que un événement absorbe l'autre. Oui. Il y a eu les manifestations de décembre 1960, mais il y a eu d'autres manifestations. Du 1er au 5 juillet. Le 1er juillet 1961 et le 5 juillet 1961. Moi, j'aimerais bien que les historiens et les journalistes s'attardent sur ces événements pour expliquer que le peuple algérien, le peuple algérois, ne s'est pas lassé de sortir dans la rue pour dire non toujours aux propositions pernicieuses du général de Gaulle. Parce que le 1er juillet 1961 et le 5 juillet 1961, où
des manifestations très très violentes ont eu lieu dans l'Est algérien, Constantine, et puis la région de Constantine, Blida, Barraqi, Bousmaïl, des morts, des femmes assassinées froidement. C'était pour répondre, encore une fois, au général de Gaulle pour lui dire « Ah, il n'est plus question de partition ». Parce qu'il était aussi question que s'il y avait négociation avec le GPRA, que l'Algérie ferait l'objet d'une partition. Le nord de l'Algérie réservé à la population pied noir, la ville de Belabès, ville encore... Et puis il y avait la question du sud. Et le Sud, c'est la dernière carte. Alors, hein, le Sud, c'est la dernière carte. Je reviendrai peut-être à la conclusion de notre entretien. Pour dire que l'une des dernières manifestations de rue eut lieu en février 1962 à Ouergla. C'est vous dire qu'il y a cette permanence de contestation dans la rue. Alors, mais à votre avis, vous, Ahmad Belkhodja, pourquoi vous me parlez des manifestations de juillet un peu partout, mais particulièrement à Alger, très violentes. Hein, on parle bien de juillet 61, début juillet 61. Vous me parlez de manifestations à Ouergla. Pourquoi ces manifestations, où il y a eu des morts, des martyrs, qui ont été très violentes, une contestation terrible, où l'armée coloniale française a envoyé les half-tracks... à Bousmaïl, l'armée française n'avait pas hésité à tirer sur une fillette de 12 ans, Nadia Khouja, une petite fillette de Bousmaïl, tuée parce qu'elle aussi, elle portait l'emblème national. Mais pourquoi c'est Ahmad Belkhodja, pourquoi ces événements excessivement importants, encore une fois, c'est pas qu'ils ont été mis au placard. Non, c'est phénoménal. Mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. La mémoire collective, elle est sujette à une sélection et à confondre un peu les événements. Donc, Maghraoui, lui qui est tué le 1er juillet 1961, toute la presse nationale, quand on commémore les journées de décembre 60, on l'intègre comme étant un martyr de... Et on oublie que d'autres manifestations ont eu lieu le 1er juillet 1961 et le 5 juillet 1961, aussi importantes et aussi violentes que celles qui s'étaient déroulées en 1960. Donc, l'historien doit insister sur ce sujet. Et les associations doivent dissocier les événements pour rendre hommage un peu à toutes ces femmes et toutes... Mais oui, parce que en dehors de la commémoration en tant que telle, en dehors du fait qu'il faut rendre hommage à ces martyrs, des enfants, des femmes, des hommes qui sont tombés vraiment au champ d'honneur, hein, mais... Et c'est ça que j'ai trouvé excessivement intéressant à Ahmad Belkhodja dans cet ouvrage-là, c'est de dire que il y avait comme ça une sorte enfin pas une sorte, une lutte terrible entre le gouvernement de la métropole, les colons, le parti colonial, qui essaie d'avancer ses pions. Hein, chaque fois. Alors la paix des braves, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. L'idée plus ou moins d'une partition n'a pas fonctionné. La paix des braves n'a pas fonctionné. N'a pas fonctionné. Alors la troisième force n'a pas fonctionné. La troisième force n'a pas fonctionné. Alors on voit bien que De Gaulle, aussi la pression du parti colonial, etc., qui essaye d'avancer des pions, etc., pour tenter qu'il n'y ait pas l'indépendance. La répression n'a pas fonctionné aussi. La répression n'a pas fonctionné. Et puis il y a eu quand même, après il y a eu ce fameux discours de Farhat Abbas, après les événements de décembre à Alger, où il dit, non, vous confondez la paix avec l'indépendance. La paix, c'est une chose, hein, mais ça ne veut pas dire l'indépendance. Si c'est pour faire une conclusion de paix, d'accord, hein, mais pour nous, c'est pas terminé. Hein. Et on verra que dans votre ouvrage, à la fin, il y a des rapports, notamment des chefs de renseignement, de militaires, du deuxième bureau, etc., où on voit en même temps leur aveuglement quasiment. Parce qu'ils disent, oui, les deux populations européennes et algériennes, etc., fraternisent. Fraternisent, non. Et puis surtout disent, il faut que l'armée française reste parce que c'est la garantie de la paix et de la sécurité. Bon. C'est-à-dire qu'on veut pousser
au plus loin, parce qu'on sait très bien que de l'autre côté, il y a des négociations qui se font. Oui. Donc chacun essaie de pousser. Hein, et les Français tentent de retarder au maximum l'accession à l'indépendance, alors qu'ils savaient très bien que c'était fichu. L'hommage qu'on peut rendre aux négociateurs algériens, au GPRA notamment, c'est d'avoir été intraitable. Absolument. D'avoir été intraitable. Absolument. Et de mener la négociation selon les vœux des négociateurs algériens et faire échouer un peu toutes les cartes du général de Gaulle. Et le préalable, c'était quoi? C'était ne pas discuter sur le principe de l'indépendance et sur le principe de l'unité territoriale de ce pays-là. Parce que la dernière carte la plus importante peut-être, c'était le Sahara, défini par le général de Gaulle comme étant une mer intérieure sur laquelle avaient des droits un peu tous les pays riverains. Encore une astuce politique pour dissocier le Sahara de l'Algérie. Oui, bah, on est passé par mille et une choses, partition de la Kabylie, oui. Tentative de trouver une sorte de pays autonome, autonomie de l'Algérie, mais dépendante de la France, une sorte de pays plus ou moins sous mandat, presque. Hein. Ils ont tout essayé. Et justement, l'attitude intraitable du GPRA, ça a été toujours de dire non, 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 on continue les négociations jusqu'au bout, parce que de toute façon, vous savez très bien que les négociations, c'est l'accession à l'indépendance. Les dirigeants algériens ont été fidèles à une plateforme, la plateforme politique du Congrès de la Soumam. Très important. Bah oui. C'est un document qui a servi à souder un peu tous les éléments. C'est la déclaration du 1er novembre aussi. On ira jusqu'au bout pour l'indépendance. Oui. Alors, on va maintenant plus axer sur la journée du 8 janvier et puis les journées après, 61, janvier 61, dans la région de Tiaret, Souguer. Oui, alors à Tiaret, les premiers affrontements, évidemment, Tiaret, 2 morts. Ouais. 2 morts, l'utilisation des armes à feu contre les manifestations. Il y a eu 2 morts, 2 jeunes qui n'avaient à peine 20 ans à l'époque. Mais les mêmes événements vont se produire à la même date au sud de la ville de Tiaret, et notamment à Souguer. Souguer, anciennement appelé Trézel. Hein. Là aussi, la gendarmerie va utiliser les armes à feu contre la première ligne des manifestants, ceux qui portaient les emblèmes, et ils vont assassiner 5 manifestants de la ville de Souguer. Alors, plus au sud de Souguer, à Gueltet Sidi Saad. Ça, c'est remarquable. Gueltet Sidi Saad, ce n'est pas une agglomération. C'est un camp de nomades qui ont été enserrés par les barbelés. D'ailleurs, on appelle ça les camps de resserrement. De resserrement. Les Français appelaient ça le camp de resserment. Ne pouvaient entrer ni sortir que sous contrôle. Mais ça n'a pas empêché ces modestes nomades de cette région. Nous sommes à une 30aine de kilomètres d'Aflou, à Gueltet Sidi Saad. Ça n'a pas empêché ces nomades de refuser d'aller au bureau de vote. Alors voilà, l'idée... Oui. Voilà, alors, là, je voudrais que vous expliquiez aux téléspectatrices et téléspectateurs quelque chose d'excessivement important. C'est que à Tiaret, dans toute la région, parce que ça va être un point essentiel, au départ, les manifestations étaient prévues pour le 1er janvier, oui. Au départ. Hein. Et puis, on s'est dit, non, on va faire coïncider ça avec le 8, oui. Parce que c'est le jour du référendum. Du vote du référendum. Oui. Alors, on dit, eh ben justement, il va y avoir une manifestation pour dire qu'on ne votera pas. Et que fait le parti colonial, et les forces colonialistes? Ils disent, non, il faut qu'on ait un vote. Il faut qu'il y ait vote. Et ils vont tenter d'emmener les gens de force. Voilà. Alors, ils vont encercler, pousser les camps de nomades, aller voter, etc. Et là, il va y avoir des accrochages. Des accrochages parce que les militaires français voulaient coûte que coûte que la population aille se présenter au bureau de vote
pour dire oui, nous sommes d'accord pour l'autodétermination et l'organisation du pouvoir public par la France coloniale. Ça n'a pas fonctionné et ça va déboucher. Les choses vont se passer rapidement finalement. Hein. Tenter d'amener une femme de force dans un bureau de vote, ce que l'époux, le frère ou vont refuser, et la bagarre va éclater. La bagarre qui va déboucher sur des pertes humaines. Des pertes humaines du côté français. Un soldat, avec accaparement d'une arme à feu, d'une mitraillette, ils ont été capables jusqu'à arracher une arme à feu. C'était presque une intifada, parce que les femmes jetaient des pierres. Et dans un espace réduit. Ça, c'est vraiment remarquable. C'est un hommage qu'il faut rendre à ces gens-là, à cette population. Les Français, face à ce danger, finalement, ils ne pouvaient plus rien contrôler. Et ils vont utiliser la mitrailleuse. Ils ont paniqué complètement. Ils ont paniqué. Ils vont utiliser la mitrailleuse qui va faucher 11 personnes. 11 martyrs à Giltet. Sans compter les blessés. Oui, sans compter les blessés. Ceux qu'on a fait prisonniers. Oui. Et à l'ouest de la ville de Tiaret, une bourgade insignifiante à l'époque, hein, qui va encore s'insurger contre les militaires français. C'est Sidi Abdelrahman. Sidi Abdelrahman, c'est à côté de la ville de Frenda. Là aussi, les militaires français vont tenter d'amener de force les gens pour voter, pour se prononcer sur ce référendum, et la population va refuser. Résultat, 3 morts. Dont 2 femmes. Dont 2 femmes, encore de femmes présentes sur courage, le terrain. Oui, c'est admirable. Zenedib également. 8 morts, dont aussi là 2 femmes. Où oui, c'est à côté de Saïda. Donc c'est des points vraiment méconnus. Hein. Il va falloir travailler sur le sujet et essayer de dire attention dans ce pays. D'ailleurs, un phénomène en matière de recherche historique, c'est qu'il y a on ne peut pas dissocier l'histoire locale de l'histoire nationale. Mais l'histoire locale est un peu négligée. Mais Ammar Belkhodja, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est parce que vous posez la question, vous dites, bon, moi je ne suis pas historien, mais j'aimerais que les historiens ou des chercheurs puissent un petit peu plus creuser la question, à savoir que c'est pratiquement une des rares régions, puisque vous donnez, y compris les chiffres, hein, qui sont les chiffres officiels donnés par les Français eux-mêmes, hein, sur le nombre de votants et d'abstentions. Hein. Et ce sont des chiffres qui montrent bien que c'est une des régions, si ce n'est pas la région, où il y a eu le plus d'abstention en Algérie concernant le vote sur cette autodétermination. J'aimerais qu'on m'explique, est-ce que ça a été une décision qui a été locale par les responsables du FLN et de l'ALN de dire faites des manifestations parce qu'il faut ne pas aller voter, il faut absolument... Hein, ou est-ce que vous dites... vous posez la question en tout cas. Oui, parce qu'il y a des événements... Pourquoi dans cette région? Il y a des événements que je n'arrive pas à interpréter avec lucidité. C'est pourquoi Tiaret et Sougr et Gilta Sidi Saad, et pas Frenda, Rahouia et d'autres. Et puis le reste du pays. Et le reste du pays. Ben oui, parce que ailleurs, si on prend les chiffres officiels, hein, bon, c'est qu'il y a eu des trucages, ça c'est clair. Bon, enfin, bon, pas à un niveau, c'était pas les trucages des années 40, etc., hein, ou 45, ou 50. Dites ailleurs, si on prend les chiffres à Oran, ou même à Alger, ou à Constantine, etc., les chiffres d'abstention sont beaucoup plus faibles. Hein. Là, quelquefois, on arrive à des villes où c'est à peine 37% de votants. Absolument. Hein. C'est 37% de votants. Il ne faut pas quand même oublier que la population européenne votait aussi. Hein. À Tiaret, ils sont pas sortis. Ils sont pas sortis. On les a empêchés d'aller voter. Voilà. Oui, on les a empêchés d'aller voter. Bon, ça, donc, globalement, le référendum du 8 janvier 1961 était un échec. Oui, complètement. Un échec pour De Gaulle. Voilà. Alors, ça, vous mettez sur la piste. Hein. Oui, moi, comme vous l'aviez précisé, vous aviez précisé un peu la chose, c'est que moi, je plante des jalons aux futurs chercheurs ou l'université algérienne de continuer l'investigation. Je plante un jalon qui clignote au rouge pour dire attention, il y a des événements qui sont passés,
il faut puiser, il faut creuser davantage pour nous éclairer davantage. Alors, il nous reste malheureusement, oui, ça va vite, hein, mais parce que le sujet, mais de toute façon, pour ceux qui veulent creuser la question, et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup, il faut qu'ils se penchent sur votre ouvrage et qu'ils le lisent avec attention. Ammar Belkhodja, j'en rappelle le titre, Tiaret, la révolution urbaine du 8 janvier 1961, paru aux éditions Alpha. Alors, à la fin dans votre ouvrage, il y a des documents, donc pas mal des annexes, documents officiels. Oui. Et alors, ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est extraordinaire quand on lit ces annexes, qui sont donc d'officiers français, d'officiers même supérieurs, qui donnent l'état des lieux sur la situation avant et après. Avant et après. 61. C'est que il y a encore le mot, c'est extraordinaire l'aveuglement, comme quoi, comme disait feu le général Diap, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, l'impérialisme est un mauvais élève, il ne comprend pas, malgré tout, il est têtu, mauvais élève. Ils emploient toujours le mot pacification, incroyable. Oui, la terminologie, les concepts de 54 à 62, c'est un véritable laboratoire psychologique qui produit la terminologie, les noms, les concepts. Les Algériens, quand ils ont pris les armes, c'était une armée organisée qui s'appelait Armée de Libération Nationale, avec une organisation politique qui s'appelait le Front de Libération Nationale, une armée avec ses grades, avec ses structures, avec... Les Français continuaient, quand ils capturaient un élément de la LN, continuaient à le désigner comme PAM. Pris les armes à la main. Pris les armes à la main. PAM, pris les armes à la main. Ou alors, il s'était jamais... FLN il disait organisation urbaine et rurale. OUR. Oui. C'est extraordinaire, ça. Et pacification, là, pacification, c'est ni plus ni moins que les opérations les plus meurtrières décidées par De Gaulle quand il est venu au pouvoir en 1958, et on se rappelle des opérations Courroie, Jumelles, c'était des opérations, ça nous rappelle, ça nous rappelle les expéditions punitives du général Bugeaud pendant les premières années de conquête. C'est la pacification. Et oui, le ratissage, la destruction des hommes et des biens. Mais dans toutes les formes coloniales ou impérialistes, on emploie toujours ce terme, on pacifie la région. Comme si il y avait quelques hors-la-loi qui mettaient le désordre, mais que la population... Et qu'on offrait des fleurs et du chocolat à la population civile. Et je voudrais juste dire quelque chose... Pardon, monsieur, il y a une annexe sympathique. C'est après le 8 janvier, les enfants de Tiaret. Alors justement, écoutez, vous lisez dans ma pensée parce que je l'ai choisi, vous voyez. C'est un commissaire, le commissaire central de Tiaret. C'est un rapport qu'il fait donc le 30 janvier 61. Donc 22 jours après. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis, il fait le rapport au préfet du département. Manifestation sporadique de jeunes enfants le 29 janvier 61. J'ai l'honneur de vous rendre compte que dans la matinée du 29, vers 11h, un groupe d'une trentaine d'enfants qui s'étaient rassemblés dans un terrain vague près de la cité administrative avait organisé un petit défilé et crié « Algérie indépendante ». Ils ont jeté des pierres sur les fenêtres de la tour de garde, dite tour Jacot, à la vue d'un fourgon de police, dépêchés sur l'élément et se sont enfuis. Vers 16h30, un service administratif signalait un rassemblement analogue, rue des Marchés, avec drapeau vert. Ils se dispersent avant l'arrivée des véhicules de police, etc. Enfin, vers 18h30 également, au bidonville La Sablière et aux abords de la cité Diar el-Hen, une centaine d'enfants entraînés par deux fillettes. Oui, encore. C'est extraordinaire. Portant des chiffons verts et rouges, fixés à un bâton, s'étaient groupés et défilés sur le terrain en criant Tahia al-Jazaïr. Quelques you-you furent poussés. Deux fourgons de police, etc., se dispersèrent. Alors là, on lit l'aveuglement total. Encore une fois, à la nuit tombée, toute effervescence cessa. Il est à noter que les jeunes gens et les adultes se trouvant dans les rues ou à proximité des baraques de ces quartiers, s'ils ne s'opposèrent pas à ces excentricités des enfants,
ils ne semblèrent jamais disposés à se joindre à eux. Alors c'est des excentricités, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Après les massacres qu'il y a eu, Oui, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. En psychopédagogie, on dit que l'enfant est un parfait imitateur. Eh ben, les enfants de cette cité ont imité les adultes et ont improvisé leur drapeau pour continuer à scander l'Algérie indépendante. Voilà. Magnifique. Et alors là, on voit bien que pourtant il est commissaire central, chef de la sécurité publique de Tiaret. Il était troublé par les enfants. Mais en plus, il voit pas clair. C'est-à-dire que il se pose pas la question que ce sont pas des jeunes délinquants ou de jeunes voyous qui défilent. Il crie vive l'Algérie indépendante, Tahia al-Jazaïr. C'est pour vous dire que la guerre de libération nationale, la révolution algérienne, était partout, dans tous les foyers, en zone urbaine, en zone rurale. Le peuple algérien, un peuple valeureux, un peuple admirable, qui a accepté de se sacrifier pour que son pays, pour que cette patrie accède à son indépendance et devienne, ça les promesses de novembre, et devienne un pays prospère, radieux, et un pays qui aurait exaucé tous les rêves de notre jeunesse de l'époque. Ammar Belkhodja, Tiaret, la révolution urbaine du 8 janvier 1961. Un excellent travail sur cet événement dans la région de Tiaret, très important, qui faisait suite aux manifestations de décembre. Mais en fin de compte, qui faisait suite à toute la révolte contre le colonialisme depuis 1830. Un cycle, oui, c'est un cycle. Pardon, c'est paru aux éditions Alpha. Je voudrais juste signaler 2 autres ouvrages qui viennent de sortir, signés également par vous, Ammar Belkhodja. On aura l'occasion, et ce sera avec un grand plaisir que je vous inviterai à Expression Livre. Le premier s'appelle Misère, crime et famine en temps coloniaux. C'est paru aux éditions El Kalima. Nous en parlerons. Et un deuxième, également toujours chez El Kalima, c'est à propos de Guelma 45, un criminel nommé Akiari. On verra que c'est un tel sinistre personnage, ami de bras droit et bras armé de papon. Durant justement les sombres... André Achari, l'ancien sous-préfet de Guelma, on va le retrouver en 1956, c'est lui qui a commandité la bombe de la rue de Thèbes à la Casbah. Tout à fait. Il va être aussi mêlé à la raisonnement, au piratage, enfin l'action, le premier acte de piraterie aérienne, le détournement de l'avion qui transportait les 5 Aït Ahmed Hussein. Il a été mêlé aussi dans cette affaire-là. Il va terminer comme élément fondateur de l'OS. On le traîne depuis mai 45 à Guelma. Eh ben oui. Voilà, Ammar Belkhodja, merci 1000 fois d'être venu. Tiaret, la révolte urbaine du 8 janvier 1961. Un excellent travail d'investigation historique. C'est paru aux éditions Alpha. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour vos 2 autres ouvrages. Merci beaucoup. Voilà. Bientôt. Belle leçon d'histoire. Merci d'avoir été avec nous pendant toute cette heure. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Bonsoir à vous. Bonsoir chez vous. Allez, à mardi soir prochain. Même heure, même punition. Excellente fin de soirée sur votre chaîne Canal Algérie. Merci.